In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission, neuvième épisode de cette émission Parole que nous avons créée tous les trois avec Jules, des gardiens du cinéma, Valérian aka la chaîne Cinefiles et moi-même. Et je suis très content de retrouver encore et toujours mes compagnons, mes confrères, ça me fait vraiment plaisir. Comment allez-vous ? Écoute, ça va super. Et vous les gars, quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Là, j'ai l'impression qu'on commence à prendre un rythme de croisière. Ouais, c'est rassurant, ouais. Ça commence à faire plaisir, ça. Mais diantre, que se passe-t-il, Valérian ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà ce qui arrive quand on lutte contre des bandits, des cow-boys et des convoyeurs de fonds au Mexique, au Nouveau-Mexique. Voilà, bah écoute, il y a des accidents, il y a des duels à mort, il y a des balles qui se perdent. J'ai toujours dit que le métier de critique de cinéma est un métier à risque. Et à mon avis, t'as dû t'attraper avec des lacaniens, tarkovskiens. Et ça a dû voilà, partir en vrille. Alors, je sais pas si les spectatrices et spectateurs ont deviné un petit peu la thématique de ce 9e épisode, mais on va parler du western. Il y a 3 films qui nous intéressent. 3 films qui ont une actualité, bien évidemment. Tout d'abord, Le Grand Silence, qui date de 1968, un film de Sergio Corbucci avec Klaus Kinski, avec Trintignant, Frank Wolf. Et ce film a été édité le 24 mars dernier dans la collection, très bonne collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré. Le second film, Mort ou Vif, un film qui date de 1995, réalisé par Sam Raimi, et qui, ce film a été aussi édité le 15 mars dernier chez l'Atelier d'Images, édité en DVD. Et le troisième et dernier film, c'est The Power of the Dog, le dernier film de Jane Campion, qui a une actualité très forte. La preuve, c'est que Jane Campion a reçu l'Oscar de la meilleure réalisation récemment, et puis aussi le BAFTA, les Golden Globes. Bref, c'est un film qui a beaucoup de succès. Ce film est disponible sur Netflix et qui est aussi un western avec, entre autres, Benedict Cumberbatch. Voilà, donc 3 films, 3 westerns, 3 manières aussi d'approcher cette thématique, ce genre américain par excellence. On verra que dans Le Grand Silence, c'est autre chose, c'est différent. Et c'est en tout cas une thématique qui a été, on va dire, vivement conseillé, je crois, par Jules et Valérian, en tout cas, et ça me fait vraiment plaisir. On commence par Le Grand Silence, donc ce film qui est extrêmement connu maintenant, qui est revenu, en tout cas, enfin, qui était d'une évidence totale, donc un film qui date de 68, un film réalisé par Sergio Corbucci, qui est un cinéaste inégal, ça on pourra pas forcément me le contredire, mais en tout cas qui a réalisé avec ce western qui est un peu dans le genre du western spaghetti, un film juste extraordinaire et iconoclaste. Ça raconte l'histoire tout simplement dans un petit village, je crois que c'est dans l'Utah, si je me trompe pas, en Amérique, un village enneigé, neigeux, le climat est très important, c'est même un personnage important dans ce film. Et en fait, c'est une histoire très forte, très nihiliste, où on voit tout simplement des chasseurs de primes qui attrapent des hors-la-loi, qui les tuent afin qu'eux-mêmes soient amnistiés. Et puis, il se passe quelque chose d'assez grandiloquent, c'est que les villageois essayent de se réfugier ailleurs pour éviter ces chasseurs de primes qui sont dirigés par un personnage extrêmement violent joué par Klaus Kinski, incarné par Klaus Kinski. Puis arrive comme ça quelqu'un qui s'appelle Silence, qui est censé être le flingue le plus rapide de l'Ouest, qui a une motivation très particulière et qui tue un par un ces chasseurs de primes en légitime défense. Mais en fait, le film ensuite prend une autre tournure. Et je sais que beaucoup de personnes, même qui ne l'ont pas vu, connaissent un peu la fin du film parce qu'elle est assez particulière, elle est assez étonnante. Et on va peut-être en parler un peu plus tard. Et donc, Le Grand Silence, moi donc, ayant revu le film pour cette émission, c'est très drôle de revoir un film comme cela qui a été réalisé à une période donnée, aujourd'hui en 2022, parce qu'on pourrait être étonné par ce nihilisme extrêmement fort. On en parlait déjà pour The Batman il y a quelques semaines de cela. Mais moi, je continue encore à être extrêmement étonné par la sauvagerie, par la violence du film. Et je trouve que c'est un film qui, finalement, déconstruit tout ce que l'on imagine, déconstruit le genre, le western, déconstruit aussi les mythes fondateurs, donc le pays, mais aussi déconstruit forcément un cinéma qui
on est en 68, on est dans une espèce de pluriculturalité de plusieurs nouvelles vagues comme ça issues en France, en Angleterre, en Amérique du Sud, etc. Et je trouve que c'est un film qui ne prend pas forcément position et pour le vieux ou pour le nouveau cinéma, qui est entre les deux, qui est une espèce d'entre-soi et qui n'est pas un objet très gentil. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. C'est ce que j'ai éprouvé. J'ai éprouvé que c'est un film qui constamment nous dit à nous, nous prend par la main pour mieux nous faire perdre. Et j'ai été assez étonné. Je pourrais pas dire davantage de ce film-là que je trouve intéressant et assez incroyable, mais en plus du nihilisme qui est toujours assez inquiétant et étonnant, surtout dans un registre comme le western. J'ai trouvé en fait que ça fonctionnait encore et toujours, surtout par cette espèce d'incarnation extrêmement moderne des personnages, que cela soit Kinski dans le rôle du méchant ou alors Trintignant dans le rôle de Silence. Il y a comme ça une espèce de distanciation dans leur manière, une proximité dans leur manière de jouer qui à mon avis, peut-être fait que le film gagne en nihilisme, gagne en violence. Et j'ai été extrêmement étonné par ça. C'est vraiment un film complet, un film plein, mais avec un jeu d'acteur qui est assez époustouflant. Je trouve que ça vient de là aussi. Alors Corbucci a une mise en scène qui lui est propre, voilà, il a un style assez féroce. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans cette inventivité d'acting qui, moi, m'a beaucoup étonné, que je peux retrouver encore aujourd'hui et qui est assez mordant. Je ne sais pas si vous, cet aspect-là du film, ça vous a impressionné aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'aviez découvert déjà pour l'émission ou si vous l'avez revu. Et si vous l'avez revu, comment, voilà, cet aspect-là du jeu d'acteur, est-ce que ça vous a parlé? Oui, en fait, c'est très juste tout ce que tu mets en avant. Je crois que c'est l'élément le plus important du film. Alors, moi, je le revoyais pour l'occasion. Je me suis procuré la belle édition parce que ça me tenait à cœur d'avoir ce film dans une belle copie, surtout au vu de la manière dont il a été fait, notamment dans ces paysages enneigés où il a été très dur de filmer ce que voulait filmer Corbucci, notamment pour les problèmes de reflets. Et donc, on peut le voir pendant le film, il y a un drap qui est posé au-dessus de la caméra pour certains plans et on peut le voir justement sur certaines images. Mais en effet, tout est inversé. Tout est inversé et je crois que c'est le mot qui est juste en fait. Et le film nous parle grâce à ce jeu d'inversion. Et évidemment, il se retrouve dans le jeu d'acteur. Mais en fait, il y a cette idée qui, pour moi, traverse tout le film. En fait, une idée complètement morbide, même je dirais mortifère, qui conduit à la mort. C'est que le capitalisme, en fait, finit par toujours tout rattraper en fait, comme si en gros ce qui était différent, ce qui était comment dire, l'ordre de la révolution, du combat, de la contre-culture en fait, il le rattrapait toujours pour le mettre dans la culture. Et ça, on le voit en fait pendant tout le film, et notamment moi je pense à une figure à une image comme ça qui revient au début et à la fin du film. C'est la première mise à mort de Silence lorsqu'il détruit, enfin comment dire, avec son pistolet, son pistolet automatique qu'il utilise pour retirer, si je puis dire, les pouces de son premier rival, et qu'il finit par tuer parce que l'autre va tirer, et comme tu le disais, il tue par légitime défense. Il attend que ses adversaires utilisent leurs armes pour se servir, lui, de la sienne. Et en fait, à la fin, il se fait tuer de la même manière par Klaus Kinski. Et je crois que c'est là que l'on retrouve les grands metteurs en scène. C'est quand ils mettent en avant certains objets, certaines images, en fait, pour démultiplier on va dire, comment dire, les relations que les objets peuvent entretenir en fait avec les personnages et les thèmes de leur film. Et lorsque Klaus Kinski en fait récupère le pistolet de Jean-Louis Trintignant à la fin du film, mais il y a vraiment cette réappropriation en fait de comment dire du combat du personnage de Silence pour qu'il devienne en fait l'arme du capitalisme en fait. Et littéralement, c'est une arme aussi. Donc tout le film va jouer avec ce jeu d'inversion que je trouve absolument passionnant, où notamment on va voir que les deux personnages qui sont interprétés par Klaus Kinski et Jean-Louis Trintignant en fait sont similaires en fait. Et pendant tout le film, Corbucci va les relier
notamment par le montage, où en fait on va croire à des moments que on passe lorsque l'on passe d'une séquence à une autre, que l'on continue de suivre par exemple Jean-Louis Trintignant. Et en fait, dans un raccord de mouvement, on est passé de Trintignant à Kinski qui effectue le même mouvement. Ce genre d'idées, par exemple, qui reviennent, ou même le même type de costume. Et puis, en fait, tout va être inversé, puisque, par exemple, ceux qui vont chasser vont être filmés comme des proies, et ceux qui vont être chassés vont être filmés comme des prédateurs, ce qui est le cas notamment dans l'ouverture du film. Et je crois que même cette inversion, on la voit dès le tout début du film, avec ce plan d'ouverture qui peut résumer la situation, où la caméra balaye l'étendue enneigée et on ne sait même plus où on est en fait. On pense au début qu'on est dans le ciel et en fait on se rend compte qu'on est sur la terre, littéralement. Ciel et terre sont inversés. Il y a quelque chose déjà dès ce plan d'ouverture qui annonce la tragédie et le nihilisme qui suinte durant tout le métrage. Moi, c'est un film que j'admire énormément. Ouais. Est-ce que Corbucci, selon vous, et après je te laisse la parole, Valérian, est-ce que selon vous, cette géographie qu'il filme, c'est forcément une espèce de, comme si c'était une espèce de transit, hein, vous savez, un endroit où on ne sait pas trop où on va, on attend quelque chose, on est en transit, où le temps est complètement suspendu, on ne sait pas si forcément on est aux États-Unis, on sait peut-être on est ailleurs certainement, et donc dans une forme de prison, quelque chose comme ça. Est-ce que vous n'avez pas cette sensation-là, qu'à partir du moment où on rentre dans cet endroit-là, on est complètement perdu, les choses sont complètement inversées, il y a plus de place à l'héroïsme, il y a plus de place à rien du tout, tout peut arriver, même ceux qui sont censés représenter des valeurs, eux-mêmes peuvent être complètement mises de côté. Il y a un dérèglement total. Est-ce qu'il n'y a pas cette sensation que vous avez eue avec cette géographie-là? Moi, ce serait plutôt par rapport au personnage de Kinski qui vient dérégler. Pour moi, le lieu est sain, le lieu est naturel, mais c'est Kinski qui vient fermer des frontières. Ce n'est pas le décor en lui-même. Pour moi, c'est vraiment le personnage qui vient court-circuiter les rapports de force naturels avec un shérif, jusqu'à justement qu'il s'empare un peu de l'autorité sur le village, qu'il prenne des décisions à la place de l'autorité institutionnelle du gouvernement au sein de ce village. Je te pose la question, Valérian, parce que ça m'interroge ce que tu dis. Qu'est-ce que tu en penses alors à ce niveau-là de la scène du trauma, justement, du personnage de Silence par rapport à ce que tu dis sur la violence qui arrivera avec le personnage de Kinski? Pour moi, la violence qui vient avec le personnage de Kinski, c'est par rapport à l'histoire globale dans le village. Le flashback, pour moi, c'est toujours des choses qui sont un petit peu à part. C'est des choses, c'est comme des bulles au-delà de la bulle principale de notre récit. Donc pour moi, c'est une violence qui est dissociée. C'est un moteur pour le personnage, mais de façon générale, elle n'est pas en interaction avec la violence présente. C'est une violence du passé. Donc pour moi, quand il y a souvent des flashbacks extrêmement violents, j'ai tendance à vraiment l'écarter totalement. C'est d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est que du point de vue de la mise en scène, c'est le moment le moins violent du film finalement. C'est pour ça qu'il est extrêmement efficace, c'est que le film va directement aller dans le gore. On va voir dès le début avec le premier massacre de Silencio, on va voir le gore glacé. Quand il soulève le cadavre et que tu vois le mec qui regarde par la vitre de sa diligence, il voit le mec se faire élever. Voilà, ça c'est du gore glacé, mesdames et messieurs. Et lorsqu'il va avoir le flashback pour nous faire comprendre pourquoi le personnage de Jean-Louis Trintignant s'appelle Silence, pourquoi il est muet, justement, c'est une séquence où directement la violence n'est pas montrée, elle n'est pas crue, elle n'est que suggérée. Et pour moi, c'est sans aucun doute la séquence la plus violente du film, d'ailleurs. Parce qu'en fait, comme on a cette esthétique, comment dire, de la suggestion, on pourrait presque refaire ressurgir la vidéo que tu as faite avec Jacobon et son livre sur la disparition. Il y a, je trouve, comme ça quelque chose de très fort dans son film. Et pour revenir à ce que tu dis, Valérian, moi, je crois que c'est en ça que le film est quand même très difficile et toujours d'actualité aussi. C'est qu'on a l'impression que la violence, elle est inhérente, en fait. Qu'elle est là, qu'elle se transmet et qu'il n'y a aucun échappatoire. Et que
le passé dicte le futur et qu'on n'apprend pas de ce passé, comme ce flashback et comme tout le western aussi, parce que je crois qu'on pourrait parler de ça au travers de notre petite rétrospective du western, on va dire moderne, post-moderne, et on pourrait dire presque néoclassique avec Power of the Dog à la fin de l'émission. On est quand même dans quelque chose qui fait, qui montre en fait comment le western se développe et aussi comment il a un rapport avec son passé, parce que je crois que le western c'est un genre qui puise son histoire toujours dans le passé, parce que c'est dans une époque extrêmement réduite en termes de temps. On est sur quelques décennies seulement, et c'est des décennies révolues. Et on travaille sur quelque chose, mais donc obligatoirement de morbide, puisqu'on parle d'une époque passée, mais qui en même temps, aujourd'hui, aux États-Unis, elle est encore plus ou moins d'actualité, puisque c'est ce passé, cet âge de l'Ouest qui continue, enfin, qui vit, puisque les événements, par effet de cause et de conséquences, font le présent. Tu parles de violence inhérente, mais je trouve qu'elle est là parce que les gens sont sacrément bornés aussi dans leur psychologie. C'est unilatéral. Hein. Au point, pour moi, c'était presque un petit peu ridicule la façon des fois dont ça a été mis en scène. Hein. Quand tu as ce qui arrive, et après il y a un plan sur des oiseaux, vraiment on dirait le stock shot. Hein. Le plan sur les oiseaux, et après on revient sur silence pour montrer que voilà, c'est quelqu'un d'un peu mystique. Je me suis dit, oulala, le film il commence mal. Moi je connais pas le style de Corbucci, j'ai vu juste Django. Et quand j'ai vu ce film, ça m'a d'ailleurs confirmé vis-à-vis de ce que j'avais lu sur le film, c'est que personne parle précisément de la réalisation même. On parle des personnages, on parle des thèmes, on parle de l'histoire. Mais alors, moi, j'ai été vraiment assez surpris d'une réalisation si faible, de problèmes à tous les niveaux, que ce soit dans la production, que ce soit dans le montage, dans la façon de filmer, les coupes, tout. Moi, j'ai trouvé ça assez pitoyable. Encore une fois, le sujet, l'histoire ou la mise en scène, c'est-à-dire la mise en situation de personnages, il y a de très bonnes scènes, mais alors la façon dont c'est filmé, au secours, mes aïeux. Hein. Je n'ai pas du tout apprécié le voyage cinématographique. Je trouvais que par moments aussi, il s'embourbait dans justement un mysticisme qu'il ne pouvait pas assumer. Moi, je pense à la deuxième scène où il doit révéler qu'il est muet. Et tu sens que le réalisateur ne veut pas de nouveau montrer Trintignant en train de faire ça, parce que c'est ridicule de le faire une deuxième fois. Donc là, il se retrouve un peu embêté, et la situation devient complètement ridicule, grotesque, parce que le shérif, il veut avoir une réponse. Et en plus, ce shérif-là, le spectateur, au vu de ce qu'on nous présente dans les scènes, eh bien, il a plutôt l'adhésion du public. C'est un mec droit qui essaie de faire en sorte que tout se calme. Il est plutôt du côté de la justice et des habitants. Il essaye de calmer aussi les violences meurtrières, là, les gens qui dégomment tout sur leur passage, et on ne lui répond pas. Et moi, j'étais vraiment du côté, tu vois, du shérif, en disant, oui, mais l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a déjà fait la même scène à la femme juste avant. Donc, il va refaire le même coup, quand même. Et non, tu as la femme qui vient pour compenser, en fait, le fait que le réalisateur ne puisse pas relancer, en fait, ce même geste, parce qu'il aura perdu de sa spiritualité, ce geste, quand il offre sa réponse muette à la femme, comme quoi, voilà, il a un passé, on montre son passé, mais le faire une deuxième fois, je trouve que ça casserait beaucoup l'image. Donc, ce qu'il a fait, vraiment comme une sorte de béquille, il fait intervenir la femme, comme ça, qui pop, tu sais pas pourquoi, elle pop comme ça, et dit « Ah, mais il est muet parce qu'il a eu un accident ou je sais plus quoi ». Donc, moi, je trouvais que voilà, c'est des petits accidents, je trouve, au scénario, et s'accumuler. Ça m'a fait voilà, un bon western, mais alors, il passe par là, il ressort de l'autre côté. Moi, c'est pas du tout. C'est là où je me rends compte que je suis beaucoup plus intéressé par, je suis désolé de le dire, mais de véritables westerns, c'est-à-dire des choses qui se font aux États-Unis et pas des choses qui se font en Europe. Moi, vraiment, je me rends compte dans les postures des acteurs américains,
les décors, là, on voit vraiment une vraie différence. Et pour moi, je ne me retrouve pas du tout dans ce western européen, qu'il soit fait en Espagne ou en Italie ou je ne sais pas trop où. Hein. C'est en Italie, ouais, c'est dans les montagnes. Mais moi, non, on peut pas laisser passer. Je vais. Ah non, t'inquiète pas. Mais je t'en prie, Samir. J'ai beaucoup parlé en fait. Valérian cherche John Wayne, il ne le trouve pas, et c'est ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Le héros ne doit pas mourir, merde alors. Attends, non, j'ai même pas parlé de cette dimension. Oui, non, mais je plaisante. Mais je vais être sérieux, je vais quand même être sérieux 2 secondes. En fait, c'est marrant parce que c'est vrai que tu avais des auteurs et des acteurs comme John Wayne ou Howard Hawks, tout ça, Howard Hawks, par exemple, quand il va voir le train sifflera 3 fois, il dit mais c'est n'importe quoi. Gary Cooper n'a pas besoin de chercher de l'aide auprès de gens pour essayer de buter 3 gars qui vont venir se venger. Non, c'est quand même Gary Cooper, bordel. Et c'est pour ça qu'il fait Rio Bravo, dans lequel, il y a toute la magnificence de Joel. Et encore, Rio Bravo est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est intéressant de se dire que moi, je suis pas très sensible au cinéma de Sergio Corbucci parce que, comme toi, je m'y retrouve pas dans sa mise en scène. Mais c'est intéressant, je trouve. Après, c'est un élément scénaristique, ce que je dis. Donc, ça fait pas un film, le scénario, contrairement à ce que l'on croit. C'est la mise en scène qui fait le film. Dans la mise en scène, il y a tout. Scénario, décor, tout. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, légèrement intéressant, c'est que c'est un film qui arrive en 68. Le genre westernien n'est plus aussi extraordinaire qu'il a été. Il commence à dépérir progressivement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit des choses dans le cinéma américain, des personnages, des figures, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. John Wayne finira même par mourir dans un des films, dans les années 70, dans le film Les Cowboys, en 74, si je ne me trompe pas, de Mark Riddle, chose incroyable. Et ce que je veux dire par là, c'est de voir quelqu'un qui est censé être le silencieux, ça renvoie à Clint Eastwood, ça renvoie à tout ça, et finalement, ce personnage, il lui arrive des choses juste innommables. Il finit même par être un peu le dindon de la farce. Et ce qui est très drôle, c'est que même après que le film ait été fait, il y a encore eu d'autres films américains qui ont continué, à prolonger ce personnage silencieux qui finit par y arriver à la fin et tout. Donc, je trouve ça intéressant que ça soit qu'il y ait une espèce de dialogue avec un cinéma qui était assez établi et de s'amuser à le déconstruire légèrement. Mais ça, c'est la période qui veut ça, c'est l'année 68, c'est tout ça. Moi, ça m'intéresse de voir ça parce qu'après, le cinéma américain a essayé aussi de reproduire cela. Je pense à un film de Arthur Penn dont j'ai oublié le titre et je m'en excuse, dans lequel jouent Jack Nicholson et Marlon Brando. Et Nicholson n'est pas enfin, sans être dans le manichéisme, mais il joue pas le rôle du gentil, et finalement c'est lui qui finit par gagner à la fin. Je me souviens plus du titre du film, je crois que c'est Mississippi. Je l'ai aussi, mais je me rappelle plus du tout. Je sais plus, c'est un trou, mais je pense que les spectateurs nous l'écriront dans les commentaires. Voilà. Mais je te rejoins, c'est vrai que dans la mise en scène, je sais pas forcément, je l'ai trouvé un peu faiblarde en plus, et en même temps, ça m'a pas choqué. Non, mais il y a des instants de mise en scène. Enfin, comme tu vois, je te citais le premier plan du film. Il y a des fulgurances, oui, voilà. Missouri Bricks, voilà. Mais parce que même la scène du trauma, je la trouve assez bien mise en scène. Hein. Justement, l'esthétique de la réminiscence avec cette flamme et justement ce travail presque avec, cette dichotomie en fait entre la flamme, la chaleur et la neige, justement, le froid absolu. Comme si lui, avec le fait qu'il soit devenu silencieux, se soit fermé à l'émotion aussi. Et ça se réveille justement avec la scène qu'il a, la scène de romance avec, j'ai oublié le nom de ma comédienne, vous m'excuserez. Voilà, mais après, je crois aussi que ce rapport-là, avec l'absurde, ou en tout cas quelque chose qui dérange, c'est quand même quelque chose qui est très propre au cinéma italien, et notamment au cinéma italien de cette époque-là, parce que c'est quelque chose que je crois qui est d'ailleurs profondément ancré dans la culture italienne et qu'on retrouve beaucoup dans ce cinéma-là, et peu importe les genres, hein, je pense notamment aussi à Argento. C'est des films qui en fait vont mélanger le profane et le sacré, qui vont pas hésiter à aller dans le grand guignol, dans l'absurde, et on va voir des personnages absolument ridicules. Enfin, par exemple, le personnage le plus vertueux du film, on pourrait dire que c'est le shérif, par exemple,
mais c'est un boulet. Enfin, vraiment, je veux dire, dans tout ce qu'il fait, dans la manière dont il est montré, même la manière dont il joue, il est bourru, il a des actions qui sont complètement ridicules, notamment le moment où il va frapper la cage du prisonnier, enfin de Klaus Kinski, et qui va frapper dans les barreaux. Enfin, il est ridicule ce personnage, même quand il met au défi Silence dans la scène dont tu parles. Dont tu parlais, pardon, Valérian, et qu'il tire dans les pommes de terre. En fait, c'est vraiment à la fois il veut montrer à quel point il est vertueux, mais en même temps, il est complètement dans l'échec en faisant un genre de combat de quéquette, quoi. Enfin, c'est ça aussi le cinéma italien de cette époque-là. Et en effet, vu que c'est un cinéma qui joue sur la déconstruction, sur comment dire, en termes de mise en scène, je parle, hein, qui joue sur un cinéma qui chercherait à se montrer aussi, avec des effets de style très visibles, comme je pense les zooms intempestifs. Je crois qu'il y a aussi cette volonté-là. Alors évidemment, c'est beaucoup moins virtuose que Sergio Leone, qui la même année fait Il était une fois dans l'Ouest, et avec qui on pourrait retrouver certaines similarités, notamment dans l'intrigue, mais aussi dans les personnages notamment celui de Bronson, enfin même de tous les personnages, hein, parce que ça parle plus ou moins de la même chose, avec cette idée où le capitalisme avance, retourne comment dire, la société pour faire de ceux qui étaient les parias, les honnêtes hommes, et inversement. La séquence finale, une fois dans l'Ouest, après le duel où on voit le chemin de fer en train de se construire, donc ça veut dire que voilà, que le capitalisme a gagné, peu importe qui survit. Voilà, ces hommes qui ont fait le passé ne peuvent plus exister. Maintenant, ce sont les hommes d'affaires qui prennent le pouvoir. On peut plus avoir ces brutes de l'Ouest, si je puis dire. Mais oui, voilà, enfin, c'est là où je voulais en venir. C'est comment dire, des effets de style, une certaine recherche de liberté, dans une époque aussi qui est en pleine recherche, comme tu le citais, avec ces nouvelles vagues. Mais ouais, peut-être des scories plus que chez d'autres cinéastes qui sont plus forts, tout simplement, comme Léon. Le Grand Silence, 68. Valérian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, je dirais juste quand tu parles d'effets de style, je crois que le film suivant, il en a aussi des effets de style. Hein. Alors, Le Grand Silence donc, est édité en DVD dans la collection, très bonne collection de Jean-Baptiste Toré, Make My Day. Le film est disponible depuis le 24 mars dernier. Alors, film suivant. Là, on est 26, 27 ans plus tard, Mort ou Vif, 95, le film de Sam Raimi, qui a été édité le 15 mars dernier chez l'Atelier d'Images. C'est un film qui arrive juste après Evil Dead 3 et avant Un plan simple. C'est un film dans lequel joue Gene Hackman, Leonardo DiCaprio très jeune, mais aussi et surtout Sharon Stone et aussi Russell Crowe, bien évidemment. Ah oui. Et d'autres acteurs et actrices de second Gary rôle. Sinise. Gary Sinise qui joue le rôle du papa de grand comédien et metteur en scène de théâtre avant d'être un grand comédien, un grand acteur de cinéma. Mort ou Vive, je crois que c'est Jules. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, je t'en prie. Donc, Mort ou Vif nous conte l'histoire d'une Sharon Stone qui arrive dans une ville appelée Rédemption, qui est gouvernée en fait non pas par, enfin c'est pas un shérif qui gère la ville, mais c'est un homme qui détient les pleins pouvoirs et qui s'appelle Hérode et qui est joué par Gene Hackman. Et donc ce personnage en fait qui comment dire, est très fermé, très dur. Va se retrouver en fait au cœur de cette ville au travers d'un concours de duel qui va la faire revenir dans son passé. On va découvrir ce personnage et puis on va se rendre compte en fait de toutes les problématiques de cette ville qui a beaucoup de choses qui grondent en elle. Voilà. C'est ça. The Quick and the Dead, le titre original. Alors, est-ce que c'est un film? Est-ce que c'était la première fois que tu le voyais ou tu l'avais déjà vu? Non, je l'ai vu pas mal de fois. Moi, j'ai toujours, beaucoup d'attaches avec Sam Raimi depuis toujours, hein, parce que en fait j'ai grandi avec ses Spider-Man.
Donc c'est un cinéaste comme ça qui m'a un petit peu suivi, et au fur et à mesure j'ai découvert sa filmographie, j'ai commencé à regarder les Evil Dead, et puis après je me suis plongé dans le reste de sa filmo, et j'ai découvert quand même un cinéaste assez étonnant, en marge aussi, qui fait des choses que peu de personnes font. Enfin, en fait, je connais pas d'autres cinéastes qui lui sont proches, peut-être un petit peu les frères Cohen, où il a fait certaines choses, mais oui, donc j'ai regardé pas mal de fois ce film, parce que j'ai toujours pris un plaisir. Alors aujourd'hui, je le vois d'un autre œil, et notamment parce que j'ai découvert aussi l'histoire un peu du western, que j'ai appris à connaître Hawks, à connaître Ford, Léon, le cinéma italien, et lui, et puis même de continuer à découvrir aujourd'hui des westerns. Et je trouve que c'est une vision qui est intéressante, surtout à cette époque-là du western, qui en arrive en fait à sa fin, littéralement, au début des années 90, avec Danse avec les loups et Impitoyable. Et en fait, on a un genre qui se dit littéralement mort. Et Deadman aussi. Deadman, bien sûr, tout à fait. Mais qui sont enfin plus ou moins dans la même veine crépusculaire. Voilà, dans quelque chose. Oui, je t'écoute. J'allais te dire le fameux terme western crépusculaire. Et voilà, je l'ai dit. Tu l'as dit. Bon, l'un de mes westerns préférés, d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est celui-là, hein, dont on parle quasiment jamais, mais qui est incroyable. Hein, tu penses qu'on n'en parle jamais de La Poursuite infernale? Mais pas assez, en tout cas. Tu vois, on parle toujours de la prison de désert, on parle de L'homme qui tue à Liberty Valance, et ça a toujours été un de mes films préférés. Voilà, je voulais juste le citer, tant qu'à faire. J'avais le Blu-ray juste à côté de moi, je n'ai pas pu voir. Par un heureux hasard que tu avais le Blu-ray à côté de toi, n'est-ce pas? Je te jure, c'est vraiment un heureux hasard, parce qu'il y a quoi? Il y a Utu, il y a Taxi Driver à côté, mais c'est juste que je les ai pas rangés, en fait. C'est vraiment. Écoute, si tu arrives à placer Taxi Driver avec Power of the Dog, je te tirerai mon chapeau invisible. Hein. Ouais, mais tu peux le garder sur la tête, du coup. Hein. mais pour rentrer dans le vif du sujet, donc on arrive à cette époque-là où le western, on arrive quasiment à sa fin. Et qu'est-ce qu'on peut raconter du western, qu'est-ce qu'on peut raconter de nouveau avec le western? Est-ce que c'est une question de sujet? Pareil, est-ce que c'est une question de personnage? Sam Raimi, lui, je crois qu'il répond non, c'est une question de mise en scène. Alors, je pense qu'il va y avoir un petit dialogue qui va s'instaurer entre nous, mais d'où le titre de notre émission Parole, j'ai envie de dire. Hein. Mais il le fait, à mon sens, à travers une approche qui peut être assez déroutante de prime abord, parce que lorsque l'on voit ce film, on peut penser qu'on est dans le pastiche ou dans la parodie selon les moments. Et à mon sens, c'est pas du tout le cas, en fait. En fait, c'est le style assez cartoonesque de Sam Raimi qui pourrait nous faire tendre à ça. Moi, je crois qu'en fait, il est en fait dans une logique de, comment dire, pareil, de fin de genre. Même, je vais le redire, crépusculaire. Il est dans le crépusculaire aussi, et ce qu'il, je crois, nous dit avec sa mise en scène, c'est je vous donne tous les codes du western, je fais tout revenir en bloc, tous les types de personnages, tous les types de populations, tous les thèmes. Et en fait, en les brassant avec mon style qui est complètement dissonant, qui vient de l'horreur, du fantastique, eh bien, j'essaie de créer quelque chose de nouveau. Je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer de prendre ce film. Moi, c'est comme ça que j'essaie de le prendre. Je me dis que c'est comme ça que Rémi a essayé de voir le film. C'est en fait, je convoque tout un tas de références, tout un tas de codes, et en fait, pour les brasser à la moulinette de mon style et vous dire, ben voilà, c'est la seule manière qu'on a de renouveler le genre, c'est avec une approche qui dissonne complètement. Parce qu'à mon avis, Sam Raimi, il ne fait pas dans une recherche de, comment dire, de pure drôlerie. Il a vraiment envie de raconter une histoire tragique, où il cherche avec, comment dire, un lyrisme qui lui est assez propre et qui vient aussi du cinéma muet. Je sais qu'il est très très fan de Murnau notamment. Notamment, il reprend beaucoup de ces transitions, comme dans Darkman, il y en a une très connue où il reprend la transition de l'aurore lorsqu'on a le couple qui marche et qui passe au travers des différents paysages sans bouger dans le cadre. Je crois qu'il a vraiment envie d'expliquer les tourments de ces personnages-là, et il le fait avec un style qui est désarçonnant.
Voilà, c'est ma vision de ce film. Vas-y Valérian, vas-y, Ouais, je t'en prie, je t'en il prie. pouvait pas vraiment s'appuyer sur le scénario. Pour le coup, tu disais que oui, Mm. c'était une question de réalisation, c'est que clairement le scénario n'était pas à la hauteur. Et Mm. même s'il l'avait été, les studios l'ont fait réécrire une deuxième fois, ce qui a fait que ça en devenait une espèce de d'amas un peu ridicule de suite de duel. Et il se retrouve, lui, devant la mise en scène de je sais plus combien de duels il y a de présentés dans le film, Ouais. mais il doit y en avoir au moins une bonne dizaine qui prennent leur temps, j'entends par là. Et du coup, tu te dis, ok, alors comment je peux monter en épingle autant de duels, parce que c'est quand même des choses assez fixes où la violence est instantanée. Tu peux pas vraiment créer des scènes d'action. Alors il faut créer de l'action pendant l'attente des fameux coups de feu. On en ressort avec une sorte d'exercice de style. C'est bien que je te remercie d'avoir précisé qu'on est vraiment sur une sorte de faux départ en fait pour de nouveaux films de western, puisque ça s'est clos vraiment avec Clint Eastwood qui menace la ville entière avant de partir la nuit. Là, il me semble Ouais, que impitoyable. c'est vraiment la fin, quoi. C'est le western se terminera avec moi, se terminera avec ma violence. Là, on est sur quelqu'un qui pas du tout issu d'un style classique, un peu comme Peter Jackson au final, et qui nous livre. Moi, j'ai eu l'impression de voir un espèce de c'est vrai que tu parlais de cartoon. Moi, j'avais l'impression de voir un De Palma cartoon, c'est-à-dire qu'il y a une sophistication des mouvements, de l'approche du regard, de la grammaire, vraiment très très déployée, hein. Mais pour finalement essayer par désespoir. On parlait en off de désespoir. Enfin, moi, je parlais de désespoir vis-à-vis de ce film-là, de désespoir d'essayer de dynamiser un petit peu tous ces trucs avec ces mecs qui attendent l'heure. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Alors, c'est sûr, on est diverti parce que ça s'agit dans tous les sens, mais bon, si on n'est pas trop friand de ça, ben, en fait, le film, il n'a pas grand-chose, hein. Et je pense que c'est même un problème parce que le scénario, normalement, devait durer beaucoup plus longtemps. Donc, sûrement pour poser, en fait, des vraies notes et nous faire attendre les duels. Mais là, j'ai l'impression que vraiment, sa caméra s'excite tellement que, voilà, par peur de presque perdre le spectateur entre les duels, la caméra s'excite en faisant des mouvements, des trucs, des jeux de lumière, enfin des trucs assez hallucinants pour dynamiser le regard. Moi, ça m'a un petit peu irrité que le film n'arrête pas de me crier de la réalisation du début à la fin, quoi. Moi, ce serait peut-être le reproche que je lui ferais. Après, voilà, c'est englobant. Tu as envie de suivre un peu les personnages parce qu'ils sont incarnés par des acteurs que, en plus, rétrospectivement, maintenant, c'est encore plus savoureux parce que tu as toujours vu différentes têtes. Je les ai déjà vus. Alors, rétrospectivement, le film est ultra savoureux. Ah, tiens, laissez-lui, lui, je l'ai vu dans tel film. Mais encore une fois, là, je parle de personnages, là, je parle de scénario. C'est ça qui me fait motiver la réalisation. Là, s'excite trop pour pas grand-chose. Moi, je suis un peu déçu par ça. Et au point même que Rémi s'en est rendu compte, il a tellement donné ses cartouches sur certains duels avec des travelling compensés et tout ça qu'à la fin, le duel, c'est un simple champ contre champ. Tellement le mec s'est épuisé à faire de la réalisation pendant le reste du long. Le dernier duel, c'est tout basique. Et là, je me suis dit, en fait, il s'est tellement excité que tout aurait descendu. On a un dernier petit effet avec la lumière au travers du corps et c'est fini. J'ai dit, ok, bon. Ah bah, il fait quand même tout péter, quoi. Oui, ça, c'est des explosions avec des doubles ou triples plans sur des explosions, des trucs qu'on voit dans des mauvais films d'action. Ça, c'est pas. Enfin, moi, j'ai déjà vu ça, quoi. Ça, moi, je rends pas du tout ça en compte, hein. Moi, quand il n'avait pas son truc dans le nez, il était beaucoup plus calme et beaucoup plus sérieux. C'est bien parce que j'ai fait vivre un peu parole, là. Il est très très énervé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as mangé? Là, tu t'es battu, tu es pas bien, Valérian. Tu n'es pas bien. Mais après, ce que dit Valérian, le scénario pour me concernant, je trouve qu'il n'existe pas forcément parce que c'est quelque chose, c'est des bouts qu'on voit un peu qu'il a pris à droite à gauche. On a déjà vu ça des milliards de fois. Mais en fait, moi, j'ai cette impression que Sam Raimi n'étant pas contemporain comme le fut Eastwood du western, c'est-à-dire dans les années 40. Eastwood est né avec ce genre, enfin il a grandi avec le western, il a vu les films de John Ford quand il était ado, il a grandi avec cela, donc je pense que quand il fait même Corbucci.
ou même Corbucci, mais lui quand a aussi vécu. Exactement, mais après, Corbucci est italien et Eastwood est américain, donc c'est différent, c'est autre chose. Alors quand il fait Impitoyable, où tout le monde s'extasie en parlant de classicisme d'Eastwood dans Impitoyable, c'est tout simplement normal parce que ça va de pair avec aussi le cinéma qu'il a toujours construit. Ce qui est intéressant plutôt dans le film de Sam Raimi, qui est inégal pour moi, celui-ci, comme lui d'ailleurs a toujours, me concernant, et je le trouve inégal comme cinéaste, qui ne veut pas dire qu'il est inintéressant. Mais ce que j'aime bien avec ce film-là, c'est que j'ai cette impression que lui-même sait que le western est en déclin, que c'est pratiquement terminé, et donc il va finir par... Et donc ce qui l'intéresse finalement, le motif qui l'intéresse westernien par excellence, c'est le duel. Et comment filmer un duel? Et je pense qu'il décide de le rendre mythique. En fait, il décide de faire un film mythique parce qu'il sait que ce genre, le fait qu'il soit non pas vieillissant, mais qu'il soit à l'agonie, qu'il va disparaître, il va finir par devenir donc mythique parce qu'on aura des souvenirs d'un genre qui fut à un moment quelque chose d'important. Donc, on aura des souvenirs mythiques. Et je pense qu'il prend cet aspect-là, il prend cette orientation-là de faire un film mythique. Donc, dans la manière de montrer les duels, dans la manière aussi de grossir le trait du scénario, dans la manière aussi de grossir le trait des méchants, dont Gene Hackman, dans cette période-là, était pratiquement le méchant par excellence, parce qu'il reprend un peu le même il a le même rôle. Il a voilà. le même rôle Impitoyable. Donc, et en plus de cela, il vient avec son ambiance à lui, complètement délurée, qui est une ambiance saturée au niveau du son, au niveau du visuel, très cartoonesque. Et donc, c'est un film de cinéphile qui regarde un genre de cinéphile se perdre, se mourir, et il essaye de le rendre mythique. Et donc, ça donne parfois des choses assez étonnantes. Et puis, et comme dans n'importe quelle relation avec le mythe, ça finit par s'essouffler. Parce que le mythe n'est pas persistant, il s'essouffle. Et donc, le film en lui-même s'essouffle aussi. Et donc, voilà, donc on devine tous ce qui va se passer à la fin. On le sait dès le début, c'est ça. Il n'y a pas de climax. Tu vois, je veux dire, les acteurs, on sait qui sont les têtes d'affiche, donc on sait déjà qui va rester. C'est ça. Et en même temps, c'est dans le cadre du film. Je veux dire, il y a une forme de cohérence. On est dans une tragédie. Voilà. On a une horloge qui surplombe la ville. Enfin, je veux dire, tout est écrit, en fait. Mais si tu te lèves pas du pied gauche un matin et que tu regardes ce film, tu vas l'accepter. Si tu te lèves du pied gauche et tu dis non, c'est bon, moi je suis passé à côté, j'ai envie de voir autre chose, quoi. Ouais. Bon, tu vas le mettre de côté. Quand il fait un plan simple, c'est différent. Là, on se dit tiens, c'est. Mais je le trouve attachant, Sam Raimi, en fait. Son cinéma, je le trouve honnête, en fait. C'est pour ça que moi, il me touche, parce que rares sont les cinéastes. Je me rappelle. Oui, mais on avait parlé dans leur excès, ils sont honnêtes. Genre, on avait parlé je sais plus dans quelle émission de parole, on avait parlé d'un film et on disait, on a l'impression que le cinéaste est au-dessus de son récit. Je sais plus, c'était un récit tourmenté. Et on se disait, on a l'impression que ce cinéaste, en fait, il est plus serein que son récit. C'est pas ADN? C'était pas My Wen avec ADN? Je sais plus. Parce que celui-là, on l'a bien charcuté. Hein. Ouais. Mais il me semble que c'était autre chose. Je vois très bien ce que. J'ai l'argument qui me revient souvent en tête, et je crois que c'est très important. Et dans ce film-là, Sam Raimi, j'ai pas l'impression qu'il. L'intelligence au-dessus du spectateur. Il y a toujours l'impression que le cinéaste a un cran d'avance sur le spectateur, et ce qui donne des films hautains et prétentieux. Oui, complètement. Là, il est au cœur de son récit, avec ses contradictions, avec ses erreurs, avec peut-être son mauvais goût par moment. Mais en fait, il y va à fond. Et moi, je trouve qu'il y a des moments qui sont complètement jouissif dans son film. C'est une boutade quand je te dis ça. Il est honnête parce qu'il est cinéphile, donc honnête dans ses excès. C'est ça. Mais quand tu as Gene Hackman qui arrive dans le saloon au début du film, avec l'air qui arrive sur le souffle qui arrive sur le visage de Sharon Stone, et qu'il filme les potes de Gene Hackman rentrer avec son ombre dans le saloon et tout ça, il y a un truc où... Alors oui, c'est sûr qu'on n'est pas sur quelque chose de de religieux, si on voulait faire une différence entre le mythique et le religieux, où on aurait Henry Fonda et Gene Hackman d'un côté, et je penserais Gene Hackman de Mort au vif et Henry Fonda de Sergio Leone. C'est sûr qu'on n'aurait pas les mêmes approches, mais il y a une sensibilité qui, je trouve, est touchante dans la manière où il y a une dévotion totale dans son amour du cinéma.
Bah oui, bah, tu as bien raison. Dean Hackman, c'est Henry Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest avec voilà, oui, il reprend tout. Mais moi, la question que je me pose à ce moment-là, est-ce que ça ne serait pas un film, pour le coup, un film de niche? C'est-à-dire un film qui va peut-être beaucoup, voilà, va peut-être beaucoup plus un film jouissif pour un certain type de cinéphile. Tu vois, ça fait penser à Edgar Wright. Oui. Ouais. Bah oui, c'est un peu de ça. Voilà. Qui se retrouverait, tu sais, dans un malade mental de western comme je le suis, par exemple, qui dirait Oui. c'est sympa. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut aussi se détacher de tout ça. Complètement. Mais Rémi disait enfin quelques temps plus tard que j'avais lu ça, il se considérait comme un dinosaure, qu'il était par rapport à ce film, hein, qu'il était incapable de s'adapter à ce qu'il faisait, au sujet où il parlait, au contenu. Bon. Le terme contenu n'est pas forcément le meilleur, mais il voulait peut-être arriver plus à une forme de classicisme, peut-être, pour être dans une lignée, honnêtement. Mais les réflexes sont revenus au galop, quoi. Comme dit Gene Hackman à Russell Crowe. Les réflexes de réalisation, cette espèce de folie est revenu au galop. Bon, Mort ou Vif. Le film date de 95. Il est accessible en DVD, édité chez l'Atelier d'Images depuis 15 mars dernier. Je pense qu'on vous a donné l'envie, soit de le redécouvrir, ou alors de le découvrir. Voilà. Et on vous y invite. Troisième et dernier film, un autre western, certes, The Power of the Dog, réalisé en 2021, qui est disponible actuellement sur Netflix, réalisé par Jane Campion. Un film qui a reçu l'Oscar de la meilleure réalisation, le BAFTA, le Golden Globes, etc., etc. Un film avec Benedict Cumberbatch, c'est une autre ambiance, c'est autre chose. Toujours, mais c'est vraiment un film de Jane Campion pour le coup. Si celles et ceux connaissent un peu son cinéma, ils vont retrouver beaucoup d'aspects, beaucoup de motifs. Monsieur Valérian, c'est à vous la parole. Écoute, le film, en effet, que tu fais bien de le préciser, est complètement inscrit dans la filmographie de Jane Campion. C'est l'histoire de deux frères qui ont un énorme ranch, et il y en a l'un d'eux qui va se marier, un petit peu en secret, et l'autre frère, je crois que c'est Phil, c'est George qui se marie. C'est ça. Et Phil, lui, qui est joué par Cumberbatch, eh bien, il va un petit peu provoquer la mariée. Il l'aime pas du tout. Il fait un peu son homme viril et joue un jeu de domination. Et ce jeu de domination, c'est vraiment quelque chose qu'aime beaucoup Jane Campion mettre en scène dans ses films, créer les situations, que ce soit dans Leçon de piano ou Portrait de femme. Bright Star est un petit peu différent quand même. Holy Smoke aussi. Alors, j'ai pas vu encore, je prévois de le regarder pour la semaine prochaine. Il y a sa série aussi, là, c'est sa dernière. Comment elle s'appelle, cette série? J'ai oublié le nom, mais je suis très curieux parce que ça doit être une des dernières productions d'elle que je n'ai pas vue. Donc on est totalement dans la même lignée, sauf que là, nous sommes dans un environnement de western. Alors, c'est un western où on ne tire pas en coup de feu. Ça, c'est quelque chose d'assez... Ah oui, attends, juste avant, on a eu les mecs qui se font des duels dans tous les sens. Alors là, tu te dis, on a vraiment sur complètement autre chose. Un western plus verdoyant aussi, parce qu'on est vraiment plus dans le désert là pour le coup. Ça, c'est important quand même à mentionner. On n'a même plus l'impression d'être comme si le désert d'un cinéma de western qui s'était absenté a commencé à reprendre un petit peu de verdure. Et puis il faut dire aussi que régulièrement on a des cinéastes plus ou moins importants qui reviennent sur ce style, soit en étant dans une même lignée ou en faisant des remakes comme 3h10 pour Yuna ou Upper Range avec Costner, ou des trucs complètement bizarroïdes comme Cowboy contre Alien avec le pauvre Harrison Ford. On a vraiment des choses très étranges en guise de... Ah ouais, mais Samir, je sais, des fois, il faut rappeler aussi les choses qui se sont passées dans le cinéma. Mais on est chez Microciné ici, Valérian, donc tu te détends et il y a certains films qu'il ne faut pas citer.
Ah bah si, moi je cite tout. Hein. Il faut pas, justement, ce que Jules disait qu'il faut pas oublier le passé, bah moi j'oublie pas ces films-là. Et justement, ça se reproduit le passé, voilà. si on le laisse comme ça, là. Hein, ah oui, ça revient. Hein. Et tu veux voir Black Panther 10? Non, tu veux pas voir Black Panther 10. Voilà, c'est pareil. Mais c'est pour ça en fait que c'est amusant de voir que vraiment quelqu'un qui ne joue pas du tout le jeu de l'action, qui joue un jeu des relations humaines, de la vie tout simplement, voir comment un runch fonctionne. C'est aussi bête que ça, mais moi sur pas mal de westerns que j'ai vus, c'était pas quelque chose que j'avais vu de façon si évidente. Les relations entre les gens à cette époque, comment ça fonctionne, comment les gens virils soi-disant machistes fonctionner par rapport aux femmes, par rapport à leur métier, par rapport même aux autres, ceux qui le sont un petit peu moins, comment ils réagissent. Est-ce qu'ils se rendent compte des fois qu'ils sont, comme ce que j'avais lu dans certains articles, d'une masculinité toxique. Et ce rapport de relation, Jane Campion, vraiment, on prend tout le volume dès les premiers moments du film, quand ils sont dans une espèce, quand ils sont à table et qu'il y a Cumberbatch qui se moque d'un petit truc en papier qui a été posé sur sa table. Je crois que c'est une espèce de fleur en papier. Tu sens déjà, ça va être quelque chose en fait qui va prendre le film, c'est cette oppression autoritaire qui cerne en fait la relation familiale via justement le mariage, jusqu'à la fin, où il y a quelque chose d'une autre tension vis-à-vis des limites du ranch, de la détresse de la mère et de l'entreprise de son fils pour essayer de régler la situation. Et là, pour moi, c'était vraiment un enjeu de scénario. C'est là, pour moi, le scénario qui a vraiment pris le pas sur la réalisation, qui, pour moi, assez invisible, mais c'est le choix de scène, l'écriture personnage. Moi, c'est là où j'étais particulièrement friand de découvrir l'histoire et de voir comment elle va se terminer. La réalisation ne m'est pas apparue. Elle a beau être avec les montages sophistiqués, mais c'est pas quelque chose qui m'a sauté au visage. Moi, c'était vraiment le suivre les personnages. Elle est discrète. Elle est discrète. Moi, je l'ai trouvée discrète. Moi, je l'ai trouvée très discrète. Mais elle est là. Il y a une réalisation quand même. Ben oui, mais encore une fois, on prône voilà meilleure réalisation, mais c'était quelque chose pour moi qui, je me suis pas arrêté devant la réalisation d'une certaine scène en me disant il y a quelque chose qui me, comme si la réalisation, je voyais pas la réalisation. La réalisation pour moi ne se donnait pas à voir. Ah mais ça c'est c'est clair. Et ce que je veux dire, voilà, c'est par rapport justement à Raimi qui, lui, une réalisation très excessive qui se voit. Là, pour le coup, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a eu l'Oscar, c'est que c'est un film très efficace sur les choses qu'elle veut évoquer, via le montage notamment. Mais c'est pas quelque chose du tout c'est quelque chose qui passe comme une lettre à la poste. Si je peux m'exprimer. Moi, je trouvais que c'était plutôt, pour le coup, bien joué de sa part, tout en ancrant le film dans des conditions d'histoire particulières, qui est le western, avec tout plein de codes, des codes vestimentaires, des codes de lieu, des codes de climat, des codes aussi, on doit sentir la dureté de ce monde via caractérisation de personnages. Là, on revient au scénario. Oui, voilà, pour moi, c'était vraiment un bon film, et je préfère, en fait, que... Et ça confirme finalement, voilà, par rapport à Corbucci vis-à-vis d'un cinéma américain plus classique, j'aime beaucoup les films dont la réalisation ne se voit pas au premier abord, qui est invisible presque, vraiment. Je le ressens avec Jane Campion, même plus que ses autres films. Je trouve que Portrait de femme, la réalisation des fois est très très voyante, et alors là c'était très étonnant, enfin, le rapport. Ouais, moi je suis pas spécialement en accord avec toi, hein, parce que je crois que la mise en scène est extrêmement inspirée. Moi en tout cas, elle me... Ah, mais inspirée ne veut pas dire... c'est vraiment la distinction vis-à-vis du visible. J'entends ce que tu veux dire, mais tu as quand même dit que c'était plus les personnages et le scénario qui prenaient le dessus. Et ça, j'y crois pas une seconde. Pour moi, en fait, ce qu'elle fait, Jane Campion, c'est... Alors oui, c'est une mise en scène qui est évidemment éminemment plus subtile que celle de Raimi,
mais c'est quand même une proposition de cinéma de chaque instant, où chaque objet que l'on ne prend pas le temps de regarder, des choses que l'on ne prend pas le temps de comprendre par le regard, avec ce film, à la fin, nous saute aux yeux. Parce que je crois que le film est une sorte d'élévation du regard, ce qui est figuré notamment par le pouvoir du chien et de cette vision dans la montagne lorsqu'on arrive à voir l'ombre du chien à travers les reliefs. Et à cette idée, elle nous le fait d'autant plus comprendre, avec deux plans disposés l'un au début et l'un à la fin du film, où Dominic Cumberbatch est filmé exactement de la même manière en travelling latéral, et qu'il passe au loin. La caméra en fait est posée devant une table, là, il y a des bouteilles, la caméra fait un travelling latéral, et en profondeur en fait, au travers des fenêtres, on voit Dominic Cumberbatch marcher. La première fois, c'est pour le découvrir comme il est, comme l'image qu'il se donne, et à la fin, on a vu l'image qu'il avait, et on voit la même vision, mais c'est comme si on avait percé cette surface, qu'on était allé dans la profondeur, et que grâce à tout ce trajet, grâce au fait qu'on puisse voir l'ombre du chien sur la montagne, si je peux dire, on arrive à voir ce qu'il est lui derrière l'apparence qu'il se donne. D'où ce moment de cinéma que je trouve assez extraordinaire. Il y a beaucoup de moments dans le film, moi, qui m'ont émerveillé. Je pense à l'une des scènes de meurtre les plus belles que j'ai vues depuis longtemps au cinéma, je pense. Mais je pense aussi à ce moment où, en fait, justement, il y a cette idée de transfiguration, où, en fait, lorsque le personnage de Benedict Cumberbatch meurt, spoil, il se fait raser la barbe, et il devient, en fait, visuellement, il ressemble, en fait, au jeune garçon qu'il a au début harcelé un petit peu, et qu'après c'est important. C'est extrêmement important. C'est justement, en fait, cette idée de surface et de profondeur, en fait. Oui, mais on n'a pas parlé quand même de Branco. Mais bien sûr, mais évidemment. Et tu vois, pour parler du western et du passé, on a cette idée où, en fait, le film, en fait, sans faire de flashback, sans parler directement du passé, en fait, nous montre comment le passé, en fait, retombe sur le présent, et ce présent influe le futur. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est la construction du personnage du jeune garçon. En fait, c'est la construction du personnage celle qu'on imagine avec Henry Branco, c'est la construction du personnage de Phil. On imagine, en fait, qu'ils vivent tous les deux les mêmes choses, et que ce passé, en fait, est en train de se reproduire une nouvelle fois. Parce qu'on se cache en tant qu'homme, et qu'on se donne une carapace, et que cette carapace, en fait, elle est dangereuse, et elle détruit tout pour se cacher. Parce qu'elle limite aussi les véritables sentiments. Il y a cette idée très forte quand même sans que cela soit explicite, hein, mais il y a quand même cette idée très forte que c'est Pasolini qui disait que l'histoire, ce sont les fils qui disent à leur père qu'ils se sont trompés en quelque sorte. Je synthétise grossièrement, mais il y a un peu de cela. Il y a, c'est ça, il y a la transmission. Comment est faite cette transmission, et qu'est-ce qu'elle peut donner, cette transmission? Si cette transmission fait en sorte de travailler sur les filtres et non pas sur la transparence, ça va donner des suites et des suites d'incohérences, de déréalisation, de frustration, parce que quand même, Phil essaie attrape le fils de sa belle-sœur pour en faire un homme. Oui. Il y a quelque chose de très fort à ça. Et puis Branco, qui a élevé Phil et son frère, a voulu aussi en faire des hommes. On devine aussi deux, trois petites choses par rapport à leur relation entre Branco et Phil. Enfin, c'est très, très tenu tout ça. Oui. Et moi, ça me renvoie aussi, enfin, ça me parle beaucoup par rapport à la démystification, pour le coup, de l'Ouest américain et de cette thématique de la virilité que l'on voit et dans Le Grand Silence, qui est complètement déconstruite. Et dans Mort au vif, dont on ne parle pas, enfin, c'était le truc qu'on n'a pas dit sur Mort au vif, mais quand même que c'est un personnage féminin. Qui a le premier rôle, c'est quand même quelque chose d'assez. Là, c'est là où peut-être le film renouvelle un peu quelque chose. C'est ça. Donc après cette réalisation dont tu parles, Valérian, moi, elle ne m'étonne pas, parce que, comme tu l'as très bien dit dès le début,
si on connaît un peu le cinéma de Jane Campion, c'est un cinéma très qui est, comment dire, qui je vais inventer un mot, faussement murmuriant. Voilà, il murmure, mais c'est faux en quelque sorte, tu vois. C'est sous-jacent. C'est doucereux. C'est quelque chose qui est dans les profondeurs, qui grésille un peu, enfin, qui gronde. Regardez Bright Star. Bright Star commence, mais c'est sur des câlins, c'est apaisant, c'est même de les voir. Il y a une manière de filmer les gens marcher déjà. Quand les gens marchent, il y a quelque chose d'assez incroyable. Et puis plus on avance dans le film, plus c'est extrêmement tragique. Mais il y a toujours cette même tonalité, tu sais, ce même rythme, alors qu'on est dans des choses extrêmement tragiques et perplexes. Bright Star, c'est un très beau film. Là, Portrait of Lady, c'est exactement la même chose. Portrait de femme, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est ça. Ça ne m'étonne pas et j'aime beaucoup quand un cinéaste prend un rebrousse-poil les spectateurs avec un genre qu'il croit connaître. Et donc, je trouve ça intéressant, cette manière qu'elle a de... c'est pour ça que je trouve qu'au contraire, elle était faite pour faire pour travailler le western comme cela, pour le questionner. C'est agréable de voir quelqu'un qui aussi utilise le western et le mêle à d'autres genres. Parce qu'on est dans le thriller ça, aussi, quasiment. Je veux dire, la fin, enfin même tout le film, hein, mais c'est quand même une manière extraordinaire de faire monter le suspense. La manière dont elle agence les différents événements pour faire monter la tension et faire comprendre les enjeux. Là, moi, en fait, je l'ai revu une deuxième fois hier soir. Parce que je l'avais vu il y a un petit moment, je l'avais très bien en tête, mais je l'ai revu pour le coup. Et en ayant vu le film et en le redécouvrant, en ayant tous les enjeux narratifs qui m'étaient clairs, en fait, on voit une logique, mais c'est implacable, en fait. La manière dont elle le fait, c'est avec une maîtrise. Moi, je trouve que c'est très impressionnant. Hein. La manière dont les détails, en fait, font sens. Et c'est un cinéma du détail aussi. Que ça soit pour les enjeux de pur suspense, pour faire monter et pour comment dire, mettre les pions, on va dire. Pour, la séquence du piano. La séquence du piano, oui, extraordinaire. Le piano et le banjo, avec la caméra qui s'arrête lorsque Dominic Cumberbatch joue. Mais surtout, tu vois, ça c'est une mise en place pour la séquence où elle va devoir potentiellement jouer pour le gouverneur, sa femme et les parents. Oui, mais il y a aussi, et c'est là où je crois que Jane Campion saura toujours nous saisir, c'est la manière dont elle accorde à certains objets une puissance évocatrice. On va regarder une chaise, on va regarder un tissu, de l'alcool qui déborde d'un verre d'une toute autre manière, et on dirait que les objets nous parlent du film. Qu'ils nous parlent de quelque chose qui déborde en fait des personnages, de leur environnement, et enfin là aussi de quelque chose qui en fait se cache, comme s'il y avait toujours une double nature. J'ai cette impression là moi quand je vois les objets chez Jane Campion, comme la corde par exemple. La corde qui est à la fois quelque chose de sexuel. Ah oui, oui, c'est surtout ça. Quoi. Et en même temps, quelque chose de morbide. Il y a une pulsion de mort. Enfin, notamment cette séquence, moi, qui m'a estomaqué, on va dire, lorsque, en fait, le personnage du jeune garçon donne le morceau de cuir qui contient la maladie de charbon. Et que Dominic Cumberbatch donc, va utiliser ce cuir pour former la corde qu'il va lui transmettre. Hein, on parlait de transmission, mais là, littéralement, il faut le souligner. Je voulais dire, tac, mince. J'ai perdu mon propos. Tac, mince, j'ai oublié. Pardon. Transmission du cuir, mort. Oui, c'est ça, tout à fait. Merci de me faire revenir. Pardon. On a ce moment où la mise en scène, en fait, va faire un jeu de mise au point entre la corde et le visage du personnage du jeune garçon, où la corde, en fait, va le couper littéralement à la tête. Il y a toujours ce jeu double avec les objets qui prennent, comme je le disais, une double nature. Le film The Power of the Dog est disponible sur Netflix. C'est un film qui date de 2021. C'est le dernier film de Jane Campion en date et je rappelle que récemment, elle a obtenu l'Oscar de la meilleure réalisation. Donc, on a parlé de 3 films, 3 westerns. Le Grand Silence que vous pouvez retrouver, qui est édité dans la collection Make My Day
il est dit la collection de Jean-Baptiste Toré. Le film, c'est de Sergio Corbucci. Il date de 68. Mort ou vif, un film qui a été édité le 15 mars dernier chez l'Atelier d'Images. Et The Power of the Dog, film de cinéma. Pour le coup, je veux dire, c'est un film récent qui est disponible sur Netflix. Tu as fait un jugement, il n'y a pas de souci. J'ai fait un jugement de valeur, c'est terrible, c'est horrible, sorry. On a 3 films de cinéma qui sont sortis aussi. 2 sont sortis au cinéma et un qui est sorti chez Netflix. Enfin, en tout cas, ce sont 3 objets cinématographiques. Voilà. Merci beaucoup, Jules. Merci beaucoup, Valérian, d'avoir été là. Je tenais à vous remercier parce que cela fait 9 fois, pratiquement 9 fois. Il y a eu 2-3 fois comme ça où on avait eu la joie aussi de recevoir notre ami Artopolis. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que merci beaucoup. C'est quand même une très belle rencontre avec vous deux et ça donne envie de continuer à essayer de questionner plein de films, plein de genres et c'est un plaisir vraiment. C'est toutes ces conversations qu'on a autour de ces films, c'est gratifiant et c'est une très belle rencontre en tout cas sur YouTube. Ça peut arriver, ça peut exister. Voilà, je tenais à le dire. C'est un plaisir partagé. Merci à vous pour ces moments qui sont extrêmement stimulants. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'avoir rencontré. Et aussi, félicitations à toi, Samir, pour tes 4000 abonnés. Bravo. Merci, mais je suis encore un petit moi, par rapport à vous deux. Donc, petit à petit. Valérian, tu nous promets, tu reviens en forme la prochaine fois, d'accord ? Ça dépend de quoi on va parler. On verra peut-être de pas de danse, peut-être de Spielberg. Peut-être. On verra, enfin. On a toujours tendance, nous, chez Parole, à arriver juste après la bataille, quoi. Mais vraiment après la bataille. C'est comme ça. Voilà, il y a d'autres choses à dire. On vient mettre le coup de grâce, comme on dit. On vient mettre le coup de grâce, effectivement. Merci à vous deux, c'était un plaisir et on se retrouve dans un mois, pratiquement dans un mois. Et bien évidemment, ceux qui nous regardent, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à inscrire vos commentaires, on y répondra et ça nous fait bien évidemment plaisir. Bonne fin de journée. Ouais, à vous aussi. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.